c'est un plaisir de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Bon après-midi. C'est votre émission On refait la presse qui prend les commandes sur la télévision républicaine. CAM10, cette émission qui nous apporte des informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Nous analysons avec nos invités sur le plateau et aujourd'hui, il y a assez d'informations sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan sportif, plusieurs informations comme ça à traiter avec nos confrères et sur le plateau, ils sont installés. Nous recevons tout d'abord notre cher Ernest. Ernest, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. C'est un plaisir d'être là ce jeudi pour On refait la presse. Je pense que d'ici les 1h30 minutes que nous avons sur le plateau, nous allons devoir décortiquer la presse et voir les sujets brûlants, parce que, voyez-vous, on vient d'avoir un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale et qui est en cours de... avec des amendements, des modifications. Il y a justement aussi des priorités des membres du gouvernement. Je vous suggère que nous prenons d'abord les unes et puis on revient sur le plateau pour recevoir justement nos invités et on continue. Donc on prend une légère transition et on revient. Voilà qui est clair. On va un tout petit peu, mesdames et messieurs, changer légèrement la structuration de l'émission. Nous prenons nos invités. Nicolas Abena, bon après-midi et bienvenue. Bienvenue et merci mille fois une fois de plus d'être sur ce plateau. Je me sens honoré sur la chaîne républicaine. J'en profite pour dire tout le bonheur que je souhaite à cette chaîne et à ceux qui la regardent bien sûr, plus précisément cette émission, et au patriarche Fouet, mon père adoptif, je dis coucou. Un bonjour particulier à votre papa, oui, et bien sûr à tous ceux qui nous regardent cet après-midi. Le président du BRIC, Ernest, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, c'est un honneur pour moi d'être là avec vous. Vous savez, ça a toujours été ainsi. Et chaque fois que vous m'avez invité, j'ai toujours été là. Toujours un plaisir de partager avec le public l'essentiel d'informations, échanger, discuter ensemble et beaucoup échanger. Merci mesdames et messieurs, ainsi présenter le panel. Je souhaite avec vous qu'on prenne les unes de ce jour avec la technique. Nous commençons avec le journal Cameroun Tribune, le quotidien national qui parle des valeurs africaines. Le journal de ce jour titre « Famille africaine » à la grande une.
la crise des repères. Une perte des valeurs aussi rapide que spectaculaire se produit sous nos yeux, érodant progressivement le solde de la société traditionnelle. Ces derniers mois, de nombreux faits divers révélant une montée de l'individualisme et de l'immoralité dans les familles alimente l'actualité et amène à s'interroger sur l'avenir de la famille africaine. Tentative de réponse dans le focus du quotidien national Cameroun Tribune de ce jour. Un autre journal en kiosque ce jour, c'est le journal de Georges-Alain Boyomo. Mutation, écrit Guinée équatoriale pour rester en société et titre à la grande une, la traque sans fin poussée vers la sortie. Une nouvelle vague de Camerounais candidats au rapatriement volontaire sur le point de rejoindre le Bécaye. C'est à lire au niveau de la page 5 du quotidien Mutation qui s'intéresse justement de ces Camerounais en Guinée équatoriale qui veulent retourner au pays. On se souvient il y a quelques semaines, à travers le ministère de l'administration territoriale, le président de la République a fait retourner au Bécaye ces Camerounais qui ne vivaient pas des situations très confortables. De ce côté-là, le journal en fait écho ce jour. Et au pied droit, le journal parle du secteur privé avec le moteur de croissance grippé sur fond noir. On peut lire l'information au niveau de la page 9 et on reste en kiosque pour prendre un autre journal, c'est le jour qui, au pied gauche, parle de la Fédération camerounaise des danses. Le journal écrit le processus électoral dans l'impasse, à lire donc au niveau de la page 11 du journal Le Jour de ce jour qui parle du côté droit de la santé avec des astuces pour une prise en compte, en charge des nourrissons. À la grande une, Le Jour écrit loi de finances 2023. Pourquoi les taxes augmentent alors qu'il défendait le budget de l'État pour l'exercice 2023 devant les membres de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances a tenté de justifier les hausses drastiques de certains impôts, à lire dans le décryptage au niveau de la page 6 du journal Le Jour. Un autre journal en kiosque ce jour, c'est le tri-hebdomadaire d'information d'analyse Le Soir. Le Soir, écrit à la grande une, le message souligne la nécessité de repenser l'équilibre. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basileken III, en sa qualité de représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a présidé la cérémonie de présentation du rapport sur le secteur privé au Cameroun. C'était hier, ici même dans la capitale politique du Cameroun, à Yaoundé, écrit le journal Le Soir. Et au pied, le journal parle des fêtes de fin d'année et de nouvelles emmarquages sécuritaires optimales. C'est pour revenir sur la rencontre sécuritaire qui a eu lieu exactement ici, dans la capitale politique du Cameroun, sous le contrôle du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, avec à ses côtés le CED, le délégué général à la Sûreté nationale et bien d'autres au cadre de la défense de notre pays. Un autre journal en kiosque, c'est le journal L'Aigle du Sahel qui parle de l'offre de formation dans le maillot d'année. Le journal écrit « Honorable Tabouli Célestin prend en charge 100 personnes, 4 sessions de formation dans les domaines de la formation des engrais bio, du biopesticide, du savon de ménage et savon antiseptique et du charbon écologie. C'est à lire dans le journal L'Aigle du Sahel. Le journal a également parlé du racisme, injures et fausses accusations. Samuel Eto'o, victime, ça c'est à l'oreille gauche du journal L'Aigle du Sahel de ce jeudi. Un autre journal en kiosque, c'est le quotidien qui parle de la paralysie des transports routiers
Les chauffeurs de camions suspendent leur mot d'ordre de grève. C'est après une rencontre entre eux et les responsables des syndicats qui, on le sait très bien depuis quelques semaines, ont décidé de ne plus effectuer tranquillement leurs travaux. Ils ont garé leur camion pour des raisons professionnelles. Et après concertation, le mot d'ordre de grève a été donc levé, nous explique le journal Le Quotidien de ce jour. Et le journal parle également de la lutte contre les violences. Il existe une cartographie nationale entre en vigueur selon la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Un autre journal en kiosque ce jour, c'est le journal Génération Libre, le bi-hebdomadaire d'information générale parle du succès sans précédent de la fête internationale de la banane, plantant au sud. Tony Obama et ses partenaires mettent le cap sur le sud-ouest. C'est à lire des informations fiables dans le journal Génération Libre qui revient donc sur cette valorisation de la banane plantain dans le sud selon le journal Génération Libre. Un autre journal en kiosque, c'est le journal Nouvel Horizon. Nouvel Horizon écrit conférence médicale nationale. Le système sanitaire du pays passera au scanner dans le but de diriger le système de santé du pays aux standards internationaux. Il se tiendra du 13 au 16 décembre prochain à Yaoundé, la conférence médicale nationale. En kiosque également, mesdames et messieurs, on prend le journal L'économie qui écrit Cameroun-Guinée équatoriale vers la signature d'un accord pour l'exploitation du champ gazier de Yoyo-Yolanda. Situé à la frontière entre les deux pays, il bénéficiera de deux sociétés américaines, Marathon Oil et Chevron. À lire donc au niveau de la page 2 du journal L'économie de ce jeudi. Un autre journal en kiosque, c'est le journal Econews qui traite d'actualité économique. Le journal parle du secteur privé avec des opportunités à saisir. Le rapport diagnostic de la Banque mondiale du secteur privé au Cameroun a été présenté hier au cours d'une cérémonie présidée par Rachel Basileken III, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, représentant du Premier ministre. Le rapport a relevé les contraintes transversales et opportunités sectorielles pour repenser l'équilibre public-privé. C'est un décryptage à lire dans le journal Econews au niveau de ces trois premières pages qui a justement consacré la majeure de ces informations traitées dans cette sortie au secteur privé. On prend un autre journal en kiosque ce jour, c'est le Financier d'Afrique. Le bi-hebdomadaire parle du budget avec les réserves des députés sur la loi de finances 2023. Le journal s'est donc intéressé à la session budgétaire qui rentrera bientôt en gare. Après avoir voté le budget, et le journal Le Financier d'Afrique revient avec le décryptage de ce budget pour l'exercice 2023. Le journal parle également de l'emprunt obligataire. La BDAC souhaite lever 78 milliards de francs à la BVMAC, c'est-à-dire dans le journal Le Financier d'Afrique de ce jour. En kiosque également, un autre journal, le journal L'Élite, écrit gouvernance, cérémonie d'ouverture et de clôture de la CAN Total Énergie 2021. Le Cameroun, double champion du monde. La superbe mise en musique, les hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, implémentées magistralement par le professeur Narcisse Molet Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique combinée à l'expertise de l'IAD Creative Studio, agence de communication et organisation événementielle, a décroché le 26 novembre dernier
à Rome en Italie le premier prix de la catégorie sport événement à l'occasion de la 17e édition de Bill World Festival 2022. Ce nouveau lauréat intervient après une performance remarquable au sujet de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée récemment ici même au Cameroun. On continue avec un autre journal en kiosque, le journal Réalité Plus qui écrit Bill World Festival 2022. Le Cameroun a encore primé pour l'excellente organisation de la CAN 2021, écrit le journal Réalité Plus de Paul Ngwaré et Kindi. Et au pied, le journal écrit « C'est fini pour le président sortant de la Fekanamboudo ». Le TAS contre François Bassi a organisé l'Assemblée générale avec les membres statutaires de 2013. Un autre journal en kiosque, c'est le journal Le Messager qui écrit « Mintom, des éléphants sèment la terreur, plus de 100 pachydermes sortis de la réserve forestière de Campo détruisent des hectares de plantations et des cases d'habitation dans cette commune de la région du Sud. » Et le journal Le Messager ici la sonnette d'alarme. Le journal a également parlé de la Coupe mondiale qui se déroule jusqu'ici. Royal Air Maroc. Il faut lire le journal Le Messager pour avoir plus d'informations liées à cette sortie. Un autre journal en kiosque ce jour, c'est le journal Info Matin qui écrit mot la performance dans la formation des cadres. Ce qui intéresse davantage à la grande une de ce journal, c'est sa petite au pied. Acharnement des Algériens promettent d'assassiner Etofis, qui est le président de la Fédération camerounaise de football. C'est pour revenir justement sur le plateau et commenter, décrypter ces informations. C'est une de nos confrères de la presse écrite, Nicolas. Bon après-midi une fois de plus. Bon après-midi. Il y a quand même des unes qui vous ont marqué pendant la lecture. Toutes sont bien fournies et bien présentées. Et j'observe qu'il y a une économie, une information économique et financière très dense. Et il y a une économie sociale aussi qui me marque, accompagnée d'une économie. C'est-à-dire le quotidien de l'économie parle du projet Cameroun-Guinée équatoriale. Et on a notre confrère Mutation qui parle de ces Camerounais on va extraire, on va chasser de la Guinée équatoriale. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que il ne faudrait jamais que nous pensions que sortir d'une façon illégale du Cameroun et entrer sur un territoire inconnu voudrait dire que ce territoire a l'obligation de nous garder. Je conseille toujours à tous ceux qui veulent sortir du Cameroun de sortir par la voie légale. Vous pouvez sortir du Cameroun d'une façon illégale, vous arrivez dans un pays, vous vous mariez, vous avez un enfant, ce n'est pas pour autant qu'on va facilement vous légaliser. Votre enfant, le fait qu'il soit né sur ce territoire, aura certainement la nationalité de ce territoire, mais pas vous, dans l'immédiat, parce que vous devriez en faire la demande. Et à ce moment-là, on peut vous demander de sortir, on peut vous éconduire du territoire, en demandant qu'il y ait un regroupement familial qui vous ramène. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand je vois le titre, comment est-ce que si on met le titre, si on a fait le journal, Mutation, vous allez voir que ce serait intéressant, la traque sans fin. La traque sans fin. C'est vrai il faut le dire, mais je dis, il faut faire très attention. S'ils sont entrés d'une façon légale sur le territoire équato-guinéen, il n'y aura aucune traque. On ne peut traquer que des gens qui sont illégaux sur le territoire. Si le Cameroun décide d'expulser ceux qui sont en mal avec les lois de résidence au Cameroun, ça va se faire. Même si vous avez des enfants sur le territoire camerounais, on va regarder quel est le code. Et vous voyez bien que la relation, si on ne reste qu'à ce titre, on serait tenté de penser que les relations ne sont pas au beau fixe avec la Guinée équatoriale. Et vous voyez bien, je pense, c'est le quotidien de l'économie, son entente, qui parle de ce projet entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'est pour ça que ces deux informations sont à creuser. Elles sont à creuser pour
démontrer une chose, c'est qu'on n'entre pas illégalement sur un territoire étranger et que les relations géostratégiques et économiques entre deux pays se porteront toujours bien. Voilà ce que j'ai envie de dire. Maintenant, il y a une abondance d'informations économiques et financières qui sont assez denses pour démontrer que le Cameroun est toujours une grande terre d'attractivité. Restons un tout petit peu avec le journal Mutation qui parle justement de cette traque et ces Camerounais qui souhaitent retourner au Bécaye. Est-ce que ça ne pose pas ici le problème de la libre circulation dans la sous-région? Vous dites bien libre circulation. Libre circulation ne veut pas dire libre installation dans un pays. Vous savez, il y a des lois qui ont été votées en Afrique centrale qui permettent qu'on circule. Et les délais sont bien organisés. N'oubliez pas aller au Gabon et revenir dans les 3 mois qui suivent. Mais aller m'installer au Gabon, il faut qu'ils respectent la législation en vigueur là-bas. Donc c'est autant de choses que nos concitoyens ont toujours pensé qu'ils peuvent aller s'installer n'importe comment. Je dis non. Quand vous allez dans un pays, il y a une libre circulation. Je peux circuler librement, mais je ne peux pas aller m'installer définitivement au Gabon sans toutefois avoir certains documents qui me permettent de vivre dans ce pays. Donc, c'est autant de choses sur lesquelles il faut encore beaucoup travailler. Et le Cameroun permet à ses citoyens, aux citoyens gabonais, tchadiens et autres, de vivre librement au Cameroun. Ce n'est pas la même chose pour les pays comme la Guinée, qui ont une population très faible, qui pensent que s'ils laissent les Camerounais s'installer comme ils veulent, d'ici 10 ans, vraiment, la Guinée peut disparaître de la carte du monde. La Guinée peut devenir un petit Cameroun. Donc, c'est autant d'éléments sur lesquels... je pense que les Camerounais doivent de plus en plus œuvrer. Quand ils vont quelque part, ils doivent respecter la législation. Pas arriver, s'installer, faire tout ce qu'ils veulent, pensant qu'on a dit libre circulation et c'est suffisant. Non. Ils doivent, après 3 mois, se régulariser dans ces différents pays. Avec la technique, on peut prendre la une du journal L'économie pour décrypter davantage, pour permettre aux Camerounais de comprendre les fonds. On parle de Cameroun-Guinée équatoriale vers la signature d'un accord pour l'exploitation du champ gazier de Yolanda. C'est pour vous lancer. Il faut dire que de l'autre côté, certains Camerounais qui étaient installés peut-être de façon illégale en Guinée équatoriale, qu'ils souhaitent retourner, peut-être les conditions ne sont pas très favorables. Il faut dire que le Cameroun veut signer un accord de partenariat avec la Guinée équatoriale pour démontrer qu'au-delà de toute considération, les relations entre le Cameroun et la Guinée équatoriale sont très bonnes. Oui, en principe, ces relations-là devraient être bonnes en France. Pourquoi? Parce que nous vivons tous dans la sous-région, Afrique centrale. Et si de temps en temps, il y a des égarements des part et d'autres, non pas des part et d'autres, surtout de nos frères équatoriens, c'est un peu difficile de vivre ça. Mais néanmoins, avec ce titre dont nous voyons là, je pense qu'il est temps qu'on mette les choses sur les rails. Pourquoi? Parce que cette situation-là devient de plus en plus préoccupante. Elle devient préoccupante. Pourquoi? Parce que voilà, certaines personnes, on nous dit bien, ils rentrent volontairement, mais je doute fort. Oui, pourquoi seulement maintenant? Peut-être qu'une partie de l'heure est rentrée et ils ne valent pas pour là-bas, il n'y a pas moyen qu'ils puissent s'en sortir et ils disent, bon, inutile de rester ici, qui sait? C'est un peu ça aussi. Néanmoins, dans la une des journaux, on a fait allusion aux lois qui ont été déposées à l'Assemblée nationale. D'accord, on en parlera davantage. Pour finir le premier sujet. En disant qu'il faut connaître un peu le préambule de la Guinée équatoriale, la relation préambulaire entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, l'arrivée du président actuel aux affaires, la relation qui a toujours existé, très bon enfant entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Si vous regardez ce préambule, vous allez voir qu'il n'y a jamais eu de problème entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Et je tiens à souligner une chose parce que je connais vraiment la Guinée équatoriale, même les dirigeants, je les connais pour avoir défendu certaines positions à la 39e chambre du tribunal correctionnel à Paris. Il faut comprendre que la Guinée équatoriale a eu comme grand potentiel en termes de travailleurs les Camerounais.
les Camerounais, parce qu'il n'y en avait pas. Quand le président Obiang arrive aux affaires, les Équato-Guinéens, il n'y en a pas assez pour occuper des postes stratégiques. Ce sont les Camerounais qui occupaient les postes stratégiques. Et tous les week-ends, il y avait un départ d'avion à Douala chargé de vivres pour alimenter la Guinée équatoriale. Le président Obiang, pendant ce temps, a envoyé beaucoup de ses enfants en formation à l'international d'une façon multisectorielle. Et quand ceux-là ont commencé à remplacer, on a commencé à procéder au remplacement des hauts cadres, à introduire les hauts cadres équato-guinéens qui rentraient de l'international. Ils étaient au Canada, aux États-Unis, très peu en France, dans les pays anglo-saxons. On a commencé à procéder à un remplacement de cela. Et il y a eu une grande vague de Camerounais partis en Guinée équatoriale, pas à Malabo, notamment à Bata, et qui avaient sémé de grands désordres, parce qu'ils occupaient tous les postes, hein, du plus haut poste au plus petit. Et la Guinée équatoriale avait une politique très, très humaniste et humanitaire envers les Camerounais, mais il y a eu, il faut le dire, c'est pas pour jeter de l'eau de l'anathème, mais il y a eu énormément d'exagération d'une catégorie de Camerounais en Guinée équatoriale, et qui de surcroît étaient dans une posture de sans-papiers. La Guinée équatoriale ne les a pas expulsés comme ça. Et il y a eu donc cette habitude de certains de penser qu'il fallait sortir du Cameroun et comme disait mon frère tout à l'heure, et de s'installer sans se préoccuper des lois sur le simple prétexte qu'il y avait une frontière commune à partager et puis une langue presque commune à partager. Non, c'est pas le cas, et la Guinée équatoriale a beaucoup évolué. Et si vous arrivez aujourd'hui en Guinée équatoriale, vous allez observer que le changement de paradigme est en cours et qu'il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent toujours dans des hauts postes en Guinée équatoriale sans qu'il y ait de problème, et qu'il y a une fraction de Camerounais entrés d'une façon illégale en Guinée équatoriale. Et maintenant, qu'est-ce que le Cameroun a toujours fait, que ce soit le Gabon ou la Guinée équatoriale ou d'autres pays, c'est de dire, ok, ceux qui sont en situation d'illégalité et qui n'ont pas les moyens de pouvoir rentrer doivent se faire identifier au niveau de nos consulats. Dès lors qu'ils sont identifiés, certains au niveau des consulats, il y a une prise en charge du Cameroun, comme le président de la République l'a toujours fait, pour que cela puisse rentrer au Cameroun. Et ceux qui veulent repartir parce qu'ils ont des familles, on procède tout simplement par un rapatriement, c'est un truc familial. On fait une attestation familiale, regroupement familial, et ils repartent sans problème. Cela n'a jamais posé véritablement de problème. Mais je dis encore, il faudrait que nous, Camerounais, nous sachions que dès lors que nous voulons sortir du Cameroun pour un pays voisin, fût-il frère ou dans la zone CEMAC, nous devons remplir, mon frère l'a dit, les conditions idoines pour pouvoir y résider ou faire des études. Maintenant, il y a une autre situation qui se présente souvent, c'est j'arrive en Guinée équatoriale comme étudiant, je finis mes études, c'est-à-dire que mon visa d'étudiant se termine et j'enchaîne directement dans le travail. Non, il faut transformer. Maintenant, il y en a qui demandent la transformation du visa d'étudiant en visa de travailleur, et ça pose souvent un problème parce qu'on leur demande toujours, malgré le fait qu'ils travaillent, de rentrer d'abord au pays et de revenir travailler. Et c'est là qu'il y a souvent, je crois qu'au niveau de l'harmonisation des lois sous-régionales, au niveau de la CEMAC, il faudrait que de plus en plus cela soit pris en compte. Et on observe que dans ce domaine de l'immigration, en ce moment, au niveau du Parlement français, il y a le débat sur l'immigration. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont entrés d'une façon illégale, qui travaillent d'une façon légale, donc payent des impôts. Faut-il les rapatrier ou faut-il les légaliser ? C'est le même cas de figure. Un autre sujet, vous évoquiez tout à l'heure le budget qui a été adopté la semaine dernière. Oui, ce budget a été adopté, ça attend d'être promulgué par le chef de l'État, mais déjà il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. L'augmentation des prix, c'était par du simple doute, avec le niveau de vie dont nous vivons au Cameroun, je me demande est-ce qu'on va s'en sortir. Parce que déjà la vignette automobile, bon, peut-être certains parmi nous n'avons pas de véhicule, mais déjà ça va jouer beaucoup. Parce que imaginons les taximans qui ont des taxis, mais quand ils doivent payer une vignette qui payait à 15 000, elle passe à 30 000. Mais c'est pas du chocolaté. Et vous voyez le thème fiscal qui part de 1000 fois à 1500. Ce qui fait que pour faire un dossier du concours, j'imagine, ça fait un peu beaucoup d'années dont je l'avais fait, et tout récemment j'ai fait pour mon fils, je pense que ça me coûtait dans les 20 000 francs. Alors ça risque de passer au double. Et le SMIC, c'est combien?
Il faut déjà voir tout ça. Mais alors, il faut peut-être des mesures d'accompagnement. Parce que tant qu'il n'y a pas ces mesures, je suis sûr que nous allons beaucoup souffrir. Je crois que... Enfin, peut-être le président peut dire quelque chose avant. Oui, j'ai dit, la loi de finances, c'est clair qu'elle est déjà passée à l'Assemblée nationale et elle est actuellement au Sénat. Et elle sera, je ne sais pas si elle sera adoptée. Et vous savez, ça a toujours été une lettre, c'est toujours passé comme une lettre à la poste. Bon, cette fois, il y a eu beaucoup d'amendements. Dans un pays normal, il faut que les choses avancent. La seule chose qui n'avance pas, c'est les salaires qui bougent tous les 20 ans. Et ça qui préoccupe le plus les Camerounais. Bon, au-delà des salaires, c'est à peine 200 000 personnes sur 30 millions de Camerounais qui travaillent à fonction publique. Donc même là-bas, si on augmente les salaires, ça ne va pas toucher les 29 millions de Camerounais qui ne sont pas fonctionnaires. Je dis, dans un pays, le plus important à certains moments, c'est d'avancer. Il faut avancer. L'État a besoin de ressources. Certains ont pensé qu'on pouvait plutôt élargir l'assiette fiscale au lieu d'augmenter les ressources qu'on exploite déjà. C'est-à-dire chercher d'autres niches fiscales et les taxer. Bon, le gouvernement a décidé de plutôt augmenter. Et dès le 1er janvier, je pense que ça va être un peu difficile pour beaucoup de Camerounais. Mais on a aussi l'avantage qu'avec l'arrivée des nouveaux billets, pas mal de milliardaires qui avaient stocké l'argent vont ressortir l'argent stocké pour pouvoir blanchir. Et en janvier, on pourra avoir la chance de voir l'économie tourner. Beaucoup de milliards au Cameroun. Donc, vous parlez des millions qui ont été... Des milliards, par beaucoup de Camerounais qui régulièrement stockent l'argent dans leurs chambres. Il y a plusieurs ministres au Cameroun. Non, vous ne direz pas cela sur ce plateau. Oui. Non, j'ai dit, à plusieurs reprises, on a annoncé qu'on a volé l'argent dans les chambres des ministres au Cameroun. C'est pour des centaines de millions, comprendre que il y a beaucoup de milliards stockés au Cameroun dans les chambres de certaines personnes. Si en changeant les billets, ils peuvent essayer de blanchir cet argent, ça va faire tourner l'économie. Donc l'augmentation de certaines taxes, je ne pense pas que ça va beaucoup gêner. Nicolas, le budget de l'État jusqu'ici augmente et selon certains économistes, la vie ne sera pas très facile en 2023. Vous savez, les économistes ont un rôle, c'est toujours nous faire comprendre, pour certains, que la vie ne sera pas facile, ils sont dans leur rôle. C'est l'analyser des grands chiffres économiques. Et je l'ai toujours dit ici, que le Cameroun est une terre d'attractivité. Et c'est aussi paradoxal que cela ne paraisse, le budget augmente, il y a des taxes et tout. Et si vous regardez les indices de développement humain, ou alors les différents rapports qui sortent, on va vous dire qu'il n'y a jamais eu autant d'IDE, des investissements directs étrangers, au Cameroun en ce moment, depuis un certain nombre d'années, que maintenant, et c'est en augmentation. Et on voit bien que les Français perdent la côte, les Chinois l'augmentent, les Russes arrivent, les Israéliens sont là, tout le monde est là, une kyrielle. Et je prends toujours des exemples simples. Il y a des pans entiers de la macro qui sont occupés par des étrangers au Cameroun. Si je prends nos frères voisins du Nigeria, dans une certaine sectorisation, ils sont devenus leaders où au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire. On prend toute la couronne des Yaoundé, au niveau du petit commerce, on n'a pas forcément des Camerounais, ainsi de suite. Je ne vais pas défendre des ministres, mais vous savez, un ministre en fonction a plusieurs sources. Un ministre en fonction qui signe des contrats à l'extérieur a des revenus sur les contrats signés. Il a des revenus sur les contrats signés. Bien évidemment. Bon, il peut comme ça, chaque fois qu'il a signé un contrat, où il a mené une négociation, où il a mené une affaire pour l'État du Cameroun, il a des dividendes, il a des jetons qui tombent. Non, un ministre peut se retrouver milliardaire. Ça, je veux dire que ça ne souffre de rien. Et c'est pas moi, il décide de le garder chez lui, machin. Bon, ça, bien évidemment, il faut procéder autrement. Il faut procéder autrement parce que nous avons... Bien sûr, mais nous avons des circuits bancaires où on peut, enfin, épargne et autres, où on peut garder cet argent. Mais je dis que ce n'est pas pour moi extraordinaire qu'un ministre
soit milliardaire. Ce n'est pas parce qu'il vole de l'argent qu'il est milliardaire, c'est parce qu'il travaille, c'est parce qu'il a, comme je le disais tout à l'heure, parce ce qu'il est sont des corrompu. choses. Moi, je n'en sais rien. Vous savez, la corruption, c'est quoi exactement? C'est toute une analyse. On peut faire une émission sur la corruption. Vous allez voir que la corruption intellectuelle est beaucoup plus âpre, beaucoup plus dangereuse parce qu'elle est pernicieuse sur le très long terme que un casse de banque. Je ne dis pas qu'il faille casser un banque. Parce que quand il y a la corruption intellectuelle, c'est la déformation intellectuelle sur le très long terme que l'on pose. Et je vais donner un exemple simple sur ce type de malfaçon. C'est, vous voyez, quand vous avez un bar installé en face d'une école, d'accord? L'enfant qui va à l'école pour la première fois et qui passe toute la journée à l'école, contrairement à la maison où papa lui dit pas de télévision, pas de ci, mais quand il est en face, quand il sort de l'école, il voit un bar. D'accord? Il rentre à l'école, il voit un bar. Il va à l'église, il voit un bar. Alors, vous comprenez que la déformation intellectuelle de cet enfant est sur le très long terme. Non, ce sont des addictions que l'on ne perçoit pas comme ça, mais qui sont sur le très long terme. Maintenant. Le budget de l'État, c'est normal. Nous étions 15 millions, 17 millions, 18 millions, 20 millions. Nous sommes aujourd'hui 28. Nous sommes 28 millions. C'est comme la problématique des taxis quand on dit que la vignette va augmenter. Vous connaissez combien de taxis il y a dans Yaoundé? Essayez de demander aux syndicalistes, ils vont vous dire que chaque année, il y a l'augmentation des véhicules taximans à Yaoundé. Et il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Bon, si l'État estime que c'est une niche fiscale et qu'il faille taper dessus, je dis pourquoi pas. Et vous avez aussi souvenir que lors de la CAN, il était question de diminuer le parc automobile de très vieilles voitures au Cameroun, au niveau des taxis, pour, je veux dire, améliorer le parc automobile. Si ça peut procéder à cela, ça fait une pierre deux coups. Sur l'augmentation du timbre, oui, bien sûr que ça va pas être facile. Mais vous avez souvenir que le ministre Grégoire Oona, dans l'augmentation, la demande d'augmentation de son budget, a dit, parmi les priorités, c'était l'augmentation du SMIC. C'était l'augmentation du SMIC. Ça veut dire que le Cameroun procède à une mutation, que l'on le veuille ou pas, qui va suivre son cours. Et dans le même temps, sur le plan, au niveau des parlementaires, l'enveloppe qui était dédiée au micro-projet des parlementaires a été supprimée, reversée dans le cadre de la décentralisation. Vous voyez donc ce qu'on a enlevé là-bas, on a réparti là-bas. Bien sûr qu'il faille élargir l'assiette fiscale. Mais regardez, je prends un exemple simple. Allez dans n'importe quel marché, dans les grandes capitales, vous allez observer qu'à la fin du marché, il y a un autre marché qui s'ouvre. Parce que ce qu'on a ramené, on n'a pas pu le vendre, on l'a déplacé sur un autre marché, et jusqu'à minuit, 1h du matin, ça ne fait que tourner. Donc, il faut savoir raison garder, et il faut analyser pas par pas. Et je disais que c'est maintenant que les syndicalistes, et nous les journalistes, nous devons nous saisir de ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour en faire de véritables plateaux, pour entrer dans la pédagogie. En ce moment, c'est le ministre de la Santé qui est là, et croyez-moi qu'il a chaud aux fesses, comme on dit, parce que les parlementaires ne sont pas là pour jouer avec lui, c'est pour lui poser des questions précises. Et ce n'est pas, je veux dire que toute l'année 2022, au niveau des sessions parlementaires, ça a été difficile pour certains ministres de vouloir nous faire croire autre chose que ce que nous voyons. Donc, pour moi, le Cameroun, je veux dire que l'augmentation du budget, l'augmentation des taxes répondent à une certaine nomenclature de nos façons de vivre. Donc, il y a des Camerounais qui vont en boîte de nuit et qui vous dépensent 1 million de francs. Vous le savez. Ils sont peu nombreux, hein. Peut-être, mais ça existe. Il y en a, et on voit dans les réseaux sociaux l'ambiance de beaucoup de nos fêtards. Donc, je crois que il faut regarder les choses avec deux balances. Il ne faut pas regarder uniquement dans le cas de dire on a faim. Non, il faut regarder les choses en se disant que la population augmente. Le Cameroun est leader au niveau de la sous-région. C'est marqué par ricochet, c'est UAC. Est-ce que nous pouvons garder le SMIC tel? Je dis non, il faut l'augmenter pour qu'il corresponde au niveau de vie. Mais Ernest, ça veut dire qu'au-delà de toute considération, tout a été analysé au préalable. Les Camerounais ne mourront pas, certainement parce que le prix du timbre est passé de 500 ou de 1000 francs à 1500. Non, vous savez, pour moi même c'est un faux débat. Pourquoi quand on a augmenté le prix de l'huile, qu'est-ce qui a changé? L'huile est passée de 1000 francs, 1100 francs à 1500 aujourd'hui. C'était 1600, 1700, rien n'a changé. Pas parce qu'on va augmenter le prix du timbre, la vignette, tout que ça va changer. En réalité, les Camerounais ont d'autres problèmes.
Les Camerounais sont habitués à se battre. Les Camerounais savent déjà se débrouiller, savent adapter leur rythme de vie ils coupent comme ça vient, comme on le dit au Soukati. On coupe comme ça vient. Donc, je ne pense pas que ça va être un problème. Je prends le cas même des députés. On nous dit qu'on a coupé les 8 millions de micro-projets, mais il y a une autre caisse d'argent qu'on a créée quelque part, qu'on va reverser aux députés, un peu comme on le fait au Sénat. Et plus costaud que ça. Hein? Et ça compense les micro-projets. Et c'est encore, je pense que ça va être autour de 10 millions de francs. Donc, quand on dit le ministère de l'économie ne va plus verser, mais dans le budget de l'Assemblée nationale, on crée un autre financement public. Bon, et dit tout ça, c'est la comédie. Vous savez, les plus riches resteront plus riches. Mais, président, vous veut parler quand même des personnes réfléchies. Oui. Ils font de la comédie, comment? Non, je dis pour moi, c'est de la comédie. On dit à tous les Camerounais qu'on a coupé les micro-projets. Mais de l'autre côté, on crée une somme d'argent encore plus élevée. Qu'on dit chaque mars, on va vous donner ceci. Mais c'est de la compensation. C'est de la compensation. Pendant qu'ils disent qu'on a enlevé les micro-projets, il faut qu'ils disent que ces mêmes députés auront désormais 10 millions, mais on ne va plus appeler ça micro-projet. C'est peut-être la nomenclature qui change. Hein. Bon, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a enlevé le micro? On ne dit pas que désormais ils auront plus de telles choses. Vous avez eu l'information à quel niveau? C'est dans le budget. Ça existe, c'est clair. On n'a pas. Ma question va dans le sens on dit qu'on a supprimé les 8 millions de dotations. Ils auront désormais une dotation. Les sénateurs ont ces dotations de 10 millions de francs par an. Les sénateurs ont ces dotations, on n'appelle pas ça micro-projet, mais tous les mois de mars, les sénateurs arrivent. Après la session. Le début de la session, on a vu cet argent. Les députés auront ça, mais ça ne va plus venir du ministère de l'économie, du ministère de l'économie. Mais désormais, ça entre dans leur budget et c'est directement viré comme on vit les crédits auto. Non, cher frère et ami, je crois qu'il faut savoir raison garder à ce niveau-là. Vous savez, quand on fait l'équilibre budgétaire, on regarde un certain nombre de choses qui ont un impact grand public. Et on s'est dit, vous savez, un député de la nation doit consacrer son mandat à la politique et à l'amélioration de la politique. D'accord? Et non aux micro-projets. Les micro-projets, c'est une bonne chose, mais le député n'a pas vocation. Le député est un homme politique. Il n'a pas vocation à faire les micro-projets. Et pour cela, il doit se consacrer à son activité parlementaire. Je dis consacrer corps et âme, parce qu'il a été élu pour cela. Il n'a pas été élu pour les micro-projets. Et parce qu'il a donc été élu pour cela, si le ministère de l'économie, on enlève cette question des micro-projets, c'est pour qu'il consacre son mandat à la politique, à la réglementation, à l'arbitrage. Qu'il ne fasse que ça. Si maintenant il y a par balance l'argent que le ministère de l'économie affecte au budget de l'Assemblée nationale, si à l'intérieur on estime qu'il y a la possibilité de faire une dotation aux députés pour qu'ils se consacrent à leur activité politique, why not? Ce n'est qu'un équilibre budgétaire. Surtout que le député n'a pas pour vocation à gérer ces micro-projets. Bon, c'est peut-être une nouveauté. Oui, parce qu'avant, les députés, on disait des micro-projets. Bon, hélas, certains le mettaient en exécution, mais d'autres, on ne voyait pas. Puis c'est d'autres... dommage qu'à un moment donné, sur les zones du poste national, d'aucuns ont dit qu'ils ont utilisé pour acheter des places. Pour que... Mais c'est toujours un projet. Ils ont acheté des places pour que les enfants aillent à l'école normale. Je me suis dit, ça c'est un projet. Non. Alors, si peut-être on a trouvé que ces députés ne parvenaient pas à gérer, et surtout avec l'avènement de la décentralisation, je pense ça devrait être un conflit d'intérêts si en même temps les députés géraient les micro-projets alors que nous avons les structures appropriées pour pouvoir gérer ces projets-là. Je pense que c'est bien réfléchi. Mais nous dire que bon, désormais on a supprimé les 8 millions du micro-projet qui allait peut-être à 40 millions par an et ne pas nous dire que dorénavant on va subventionner comme ça, c'est peut-être un trompe-œil. Hein. Oui, c'est justement ce que le président disait. 40 millions en 5 ans. Oui, en 5 ans. Ça faisait 40 millions en 5 ans. Oui. Voilà. Et attention, ces 40 millions-là ne servaient à rien. Il y a des localités là où
Juste un Non, projet. faut pas dire. Juste un projet, ça coûtait plus de 40 millions. Non, mais on a des... On parle bien de micro-projets. Micro, bon, c'est micro, oui, micro. Un micro-projet peut être social. L'achat d'une place, c'est un micro-projet social. Et comme vous le dites... Comment vous pouvez dire qu'il y a achat de places, président? Oui, l'achat de places, c'est un micro-projet social. Bon, j'ai dit ceci. Quand on parle des députés, c'est vrai que dans la Constitution, on parle de vote des lois et contrôle du gouvernement. Oui. Mais je pense que le député, c'est d'abord un homme politique. Et quand on dit homme politique, on ne vous envoie pas devant pour... C'est-à-dire, les lois là, je vous assure, c'est encore... Il y a des Camerounais qui ne savent pas ce que vous appelez loi. Mais c'est la Mais faute. non, Ça, c'est de la pédagogie. mais le Camerounais, Ça, c'est la pédagogie, le Camerounais ça, c'est moyen la- attend de l'homme politique qu'il envoie devant, qu'il aide. Oui, on va voir. Qu'il Le construise des palpable. salles de classe, Le palpable. qu'il construise des salles de classe, qu'il aide à arranger un pont, qu'il aide ainsi de Mais suite. c'est une action politique. Oui. Je vais prendre. Vous savez. Et attendez. le député est un homme politique. Oui, mais c'est pour ça que je dis que quand on prend la décision, le ministère prend la décision, on attire l'attention en disant attention, cette dotation au niveau des micro-projets, on n'en voit pas tellement la lumière, on va réaffecter ça au niveau de la décentralisation, ça sera certainement plus efficace, parce que, voyez-vous, nos députés n'ont pas d'attachés parlementaires, d'accord, qui préparent le travail du député pour que le député soit... Ils ont combien pour avoir un attaché parlementaire? Voilà, le problème, ça peut être symbolique. Le SMIC au Cameroun, attendez, le SMIC au Cameroun est à combien? Donc on Non, peut, non. mais c'est de dire que moi je connais des députés qui payent de leur poche pour avoir des attachés oui. parlementaires. Ils payent de leur... Si maintenant il y a une réorganisation en cours pour que ces députés soient plus efficaces, je dis c'est une très bonne chose. Quand on va aller regarder les micro-projets, on voit beaucoup de députés qui initient des micro-projets, comme ils le disent, mais le suivi, ce n'est pas le temps d'initier un micro-projet, c'est le suivi pour en avoir l'efficacité et l'impact sur le plan social. Mais je dis, attention, que l'enveloppe de l'Assemblée nationale permette de dégager une dotation pour les députés pour qu'ils se consacrent à leur travail, à tirer... Vous savez, après l'Assemblée nationale, le travail du député continue. C'est-à-dire que le texte de loi a été voté et on voit certains députés qui reviennent sur les textes de loi, y compris sur le vote du budget, après que cela soit, parce qu'il y a un problème de pédagogie. Il y a un problème de pédagogie à mettre en place. Après, quand vous dites qu'il y a des Camerounais qui ne connaissent même pas ce que c'est que la loi, mais c'est pas la faute aux Camerounais, c'est un manque de pédagogie. Parce qu'une fois que la session est terminée, il y a toute la pédagogie qui doit se mettre en place jusqu'à la prochaine. Malheureusement, Non, je dis déjà, malheureusement, combien touche un député au Cameroun? Combien touche un député? On a été quelque part où, quand on parle d'attaché parlementaire, l'attaché parlementaire, je prends le cas d'un pays comme la France, où on s'est retrouvé, l'attaché parlementaire touche plus qu'un député au Cameroun. Donc il dit déjà, le député touche combien au Cameroun pour avoir l'attaché parlementaire? Mais ça, c'est un autre débat. Non, Ça, c'est un autre débat. Je veux dire Vous pouvez que... demander à quelqu'un Non, qui a je plein dis- d'un million de francs non, d'envoi... attends. Un attaché, Je suis en train de dire conseiller. une chose simple, c'est que nos députés, vous savez, beaucoup de députés ont décrié quelque chose à l'Assemblée nationale, c'est que quand le texte, la loi sur l'orientation des finances arrive, on leur balance soit 48 heures ou 72 heures avant, il n'a pas le temps parce que c'est un gros c'est pavé. volumineux. C'est un gros pavé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail est fait en amont. Et ce travail ne peut pas être fait simplement par le député. Il faut qu'il soit aidé Un attaché. dans ce travail et par des spécialistes. Les spécialistes, c'est qui? Ce sont les attachés parlementaires qui mâchent le travail et amènent des synthèses aux députés pour qu'ils puissent se saisir de ça. Sinon, c'est très difficile pour nos députés. Quand je parle d'attachés parlementaires ici, je dis je connais nos honorables qui payent de leur poche pour avoir des garçons de main, des espèces d'attachés parlementaires en question. Et j'espère que l'Assemblée nationale va évoluer vers cela en disant il faut aider nos députés, augmenter une enveloppe budgétaire pour qu'ils puissent avoir un attaché parlementaire. C'est uniquement ce que je dis. Je dis que nous ne sommes pas obligés d'avoir des attachés Un parlementaires attachement, c'est comme... Oui, voilà, comme ils ont des bureaux, ce sont des gens qui ont des bureaux avec 2 ou 3 attachés parlementaires. À de façon coup sûr, les spécialisée. choses vont s'améliorer avec le nouveau siège de l'Assemblée nationale. C'est exact. Le- Parce que à l'in- Espérons, hein. Parce Non, qu'à justement, l'intérieur de ce bâtiment, Voilà. les députés ont des représentations. Ils ont des bureaux à l'intérieur de ce nouveau bâtiment. Oui, le très honorable Kavaï Djibril l'a expliqué très récemment lorsqu'il était en tournée de ce côté-là. Un autre sujet vous a marqué pendant... Oui, mais c'est toujours, moi c'est un peu toujours sur l'économie. Je vois qu'il y a une floraison de titres sur l'économie et la finance. Je dis, ça veut dire que le Cameroun se porte bien, sinon on aurait un seul quotidien d'économie. Et vous voyez qu'il y a le quotidien d'économie, et après ça il y a un autre qui sort, il parle des prismes différents d'analyse. Et vous voyez bien, il y a combien de médias au Cameroun? Il y en a plein.
ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et s'il y a autant de presse économique, autant de presse sociale, autant de presse culturelle, ça veut dire que, je vais le dire comme ça, le Cameroun... Mais Président, vous souriez peut-être pour... Non, je souris parce qu'on parle beaucoup d'économie, mais aujourd'hui, Cameroun Tribune a plutôt s'est intéressé à la famille qui se déchire, les repères. qui perd les repères. Donc, c'est un sujet social. Je pense que c'est aussi un bon sujet. La une des Cameroun Tribune d'aujourd'hui, ça m'a beaucoup marqué. J'ai été très flatté, je n'ai même pas encore acheté ce journal, La crise des repères. Parce que de plus en plus, nous sommes dans un pays où tout le monde s'égare, tout le monde fait ce qu'il veut. Le pays que nous avions connu il y a de cela 20-30 ans est devenu, c'est-à-dire il y a un peu un transfert des données de l'Europe vers le Cameroun. Nous vivons des choses que nous n'avons même pas pensé quand on était tout petit. J'ai vu dernièrement, que ce soit à Kribi ou à Mélima, des choses que je n'avais même pas pensé dans ma vie, des élèves qui abandonnent l'école pour aller faire, je ne sais quoi, que je ne souhaite pas prononcer le mot ici, des choses que nous avons vécues à l'époque en France, que nous avions vues en France, parce que quand nous sommes rendus à l'époque, des amis nous amenaient vers certains horizons que je me suis demandé comment on peut faire ce genre de choses. Mais de plus en plus, je vois ça au Cameroun. Donc, je me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à rester des Bantous. Bantous avec B majuscule. Donc, ça me préoccupe de plus en plus. Et c'est un peu ça la une des Cameroun Tribune d'aujourd'hui. Je pense que beaucoup de journaux devaient beaucoup plus tabler sur ces cas sociaux qui la société vraiment de plus en plus. Aujourd'hui, quand je reste avec mes derniers enfants, j'ai peur d'écouter certaines choses sortant de leur bouche. Je suis obligé parfois de donner des petites claques comme ça pour leur demander de ne plus jamais prononcer de tels mots. Les petits enfants, il y a des choses qui il y a cela 10 ans, je ne connaissais pas, qu'aujourd'hui l'enfant de 8 ans, 10 ans t'en parle comme si c'est son quotidien, comme c'est normal. On parle de la liberté. C'est pas la liberté. Est-ce que la liberté voudrait que... Vous savez, les autres étaient préparés à ça. Je prends le cas de la France. La France, quand vous arrivez en 6e, l'enfant en 6e, on lui enseigne déjà certaines choses. Et en même temps, on vous prépare vers les conséquences de ces choses-là. Or, au Cameroun, ce n'est pas prévu. L'éducation, cette éducation n'est pas prévue dans notre société, dans nos écoles, et non plus les conséquences. Parce que quand on vous enseigne quelque chose, on vous présente des conséquences, il est plus facile de pouvoir avancer sans problème. Mais quand on se retrouve plutôt dans une société où l'enfant apprend dans la rue, c'est très dangereux. On est en quête de repères, nos valeurs, les valeurs africaines. Oui, valeurs... oui, sans toutefois se tromper, nous sommes en perte de valeurs, et surtout les valeurs, comme tu l'as si bien dit, des Bantous, les valeurs intrinsèques des Africaines. Il y a beaucoup de déviances dans notre société. On peut se poser mille et une questions. Pourquoi? Bon, d'aucuns vont dire les réseaux sociaux. Mais il faut déjà que peut-être qu'on pense encore de la famille qu'il faut appliquer et qui soit applicable. Parce qu'avec les déviances dont nous voyons dans notre société se meurt du jour au lendemain. Parce que, comme il a si bien dit, ce qu'il a vécu à Ebolo, voici ça sans minima, mais c'est inadmissible. Il ne faut même pas qu'on aille jusqu'à là pour voir ces déviances dont il parle. Un peu partout dans les lycées, dans les collèges, là, ça se voit. Et pourquoi? Parce que je me dis quelque part, il y a eu une tolérance administrative. Monsieur Abena disait, c'est Abena? Oui. Oui, disait tantôt que quand l'enfant vient à l'école, en face de l'école, il y a un bar. Quand il ressort, il voit le bar. Et ce phénomène-là où les enfants arrivent tard en l'école, on les enferme hors de la clôture. Ils vont se réfugier où? C'est au bar d'en face. Peut-être on ouvre le portail à 9h, 10h. Avant, entre 7h30 et 9h, 10h, vous savez que les enfants font quoi dans ce bar? Il y a d'autres qui sont dans les jeux, les loisirs, d'autres qui tapent des causeries.
sur n'importe quel sujet. C'est un peu ça, c'est des choses qu'il faut revoir. À défaut, notre société, les déviances vont se multiplier. Et alors, le ministre en charge des affaires sociales, c'est une responsabilité qui incombe à ce ministère. Il faut un code de la famille fort, solide. Parce que là, la responsabilité incombe d'abord aux parents. L'éducation commence en famille avant d'aller à l'école. Ce n'est pas à l'école que l'éducation commence. Si Cameroun Tribune parle de ça, c'est que c'est déjà, ça a dépassé un sein là où il ne faut pas laisser tomber. Où est passé où sont passées ces valeurs, ce Cameroun qui, tous les enfants étaient les enfants de tout le monde. Voilà. Les enfants savaient dire bonjour aux parents. Aux grands frères d'abord. Le respect des aînés, le respect des parents. Déjà, s'il te plaît, déjà en milieu scolaire, les relations enseignants-élèves ne sont plus ces relations dont on a connu à notre époque. L'enseignant était vénéré. Mais aujourd'hui, vous voyez un enseignant et une élève, il se partage une bouteille au bar. Mais c'est là où tout, ça part de là. Ça n'a aucun sens. Bon, je ne dis pas c'est faux, mais ça part aussi de la famille, même de la maison où aujourd'hui... Oui, puisque les anglo-saxons disent aussi... garbage in, garbage out. Yeah. Quand maman et papa se tirent à la maison le soir, quand ils se bagarrent, vous voulez que l'enfant apprenne quoi? Voilà, c'est ça. Je voudrais qu'on commence peut-être depuis la maison. Est-ce que vous aviez vu à l'époque votre père frapper sur votre maman? Du jamais vu. Même quand ils se querellent, papa peut gronder d'un ton fort. Mais maman, elle se plie, elle va de son côté. Mais aujourd'hui, à peine l'homme dit « Ah !» La femme a 5 mots. Mais les enfants, ils apprennent ça. Non, il faut répondre. Et quand ils prennent ça de la maison, ça transpose. Et c'est comme ça qu'ils répondent aux enseignants. À peine l'enseignant dit « Oh non, pourquoi tu arrives ?» Non, tu me... Voilà une société qui se meurt. Nicolas, ben, je crois adieu les bonnes mœurs. Moi, j'ai toujours dit une chose simple, hein, c'est que, vous savez, chacun, dans un couple, chacun vient avec son éducation. Et une fois que vous êtes dans le couple, vous mettez ça dans une même jarre et vous secouez pour sortir une seule et même éducation pour le cap de vos enfants. Ça veut dire qu'il y a des seuils de tolérance de part et d'autre. Si dans un couple, vous êtes beaucoup plus à l'extérieur alors que vous avez des enfants qu'à l'intérieur, la conséquence elle est simple, c'est que les enfants sont à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont livrés aux jeux vidéo. Et c'est quand vous arrivez à 22h, vous dites qu'est-ce que tu as fait, montre-moi tes devoirs. Ça dure le temps que ça dure, mais ça ne procède pas de l'éducation même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un terreau réel que vous accordez à vos enfants, parce que la liberté que vous donnez à vos enfants, éducative, qui consiste à leur acheter un certain nombre de jeux pour qu'ils les aient parce que vous n'êtes pas souvent là, pose toujours un problème et le souligne. Et le souligne par exemple, on achète beaucoup de jeux aux enfants, l'absence des parents est comblée par autre chose. Donc, qu'on le veuille ou pas, l'enfant qui passe beaucoup plus de temps à l'école avec sa maîtresse, même ici, a un repère, c'est quand on lui dit à la maison, il faut faire ça, la maîtresse a dit, le maître a dit, la maîtresse a dit, non, il y a une certaine continuité entre la maison et l'école, et une complicité qui doit se mettre en place. Mais tout ça part de l'éducation personnelle. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Aussi simple que ça. Et que faire finalement? Mais si je n'ai pas reçu, comment puis-je donner de l'éducation quand je n'en ai pas reçu? Comment puis-je? L'être humain est amené à grandir et à disparaître et à prospérer et à procréer. Ça, c'est une loi naturelle. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est forcément un bon parent. Parce que naturellement, on va avoir des enfants. Mais être un bon parent n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc, si je n'ai pas reçu une éducation adéquate, qui consiste à ne pas parler fort à mon voisin, dire je te demande pardon, parce qu'il y a des contextes ici où quand tu dis à quelqu'un je te demande pardon, il a l'impression que tu fais ça parce que tu es faible.
Alors que c'est une forme de politesse, c'est une forme d'harmonie que tu veux créer. Donc si je ne suis pas dans un environnement où demander pardon est une forme de politesse, m'éclipser, ce n'est pas parce que je suis faible, l'autre arrive avec un projet à la maison, je lui dis, excuse-moi, montre-moi ton projet. Ce n'est pas parce qu'il est plus fort que moi, non, c'est comment est-ce qu'on cherche l'harmonie. Si je n'ai pas été harmonisé et que plus tard j'ai des enfants, comment puis-je transmettre ce que je n'ai pas reçu. Donc la société tout entière est responsable. Et il parlait du code de la famille. Oui, l'époque qui était la nôtre, où il y avait le savoir-vivre en société, qu'on nous distribuait, on nous donnait des médicaments parce qu'il y avait le paludisme, la période des pluies qui arrivait. Je ne dis pas que la société est révolue, mais comment les relais ont été mis en place? Nous étions quoi, 5 millions ou 6 millions? Nous sommes 28. Avec tous nos frères de l'extérieur qui arrivent, avec leur part d'éducation. Comment tout ça se met en osmose? Regardez une chose qui est simple, c'est l'évolution de nos habitudes culinaires au Cameroun. Il y a encore 10 ans, on ne connaissait pas les mets de certaines contrées du Cameroun. Mais regardez aujourd'hui, dans les restaurants de Yaoundé, comment est-ce que les Camerounais découvrent les mets camerounais, mais faits par d'autres régions? Et vous voyez comment est-ce que les choses se passent. Il a suffi que nous nous chamaillions un peu et que je descende avec mes mets du sud et que toi, du centre, que tu ne connaissais pas, tu les découvres. Maintenant, comment tu intègres tout ça? Comment tu me fais découvrir ce qui est toi et moi, ce qui est moi, pour que nous soyons en harmonie? Que ce ne soit pas le fait d'un accident ou d'une querelle. Ça, c'est un travail âpre et un travail quotidien. Il parlait aujourd'hui de la relation enseignant-élève. Vous savez, quand un enseignant ne peut pas se doter d'un outil qui permette de faire des recherches, et que l'enfant qui est nanti arrive avec un outil où il fait des recherches, où il dit à son professeur, ce que vous dites là, voilà ce qu'il y a, ça pose un problème. Ça pose un véritable problème. Il y a une année où le président de la République avait doté beaucoup d'établissements, de centres multimédia. Mais ce n'était pas un effet de mode. Le président comprenait qu'une fois que les enfants sont en milieu scolaire, il fallait qu'ils aillent consulter cette bibliothèque internationale. Et pas uniquement réservée aux enfants, aussi aux enseignants. Et maintenant, nos centres multimédia, ce sont nos téléphones. Vous comprenez comment la société évolue et nous sommes envahis par l'international. Nous sommes envahis par l'international qui est complètement open. Donc nous découvrons quelque chose qu'ils avaient, que nous n'avions pas, et dont nous n'avions pas l'éducation adéquate pour encaisser cela. Nous prenons ça de plein front et nous essayons plus ou moins de faire avec. Ce n'est pas facile. Mais, comme mon frère l'a dit, le Camerounais a la peau dure et il a cette capacité de s'adapter qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça ne va plus passer, on va revenir sur les rangs. Et observez une chose, tout autour de la périphérie de Yaoundé, il y a des écoles uniquement d'obédience anglophone qui sont mises en place. Alors qu'il y en avait quelques-unes. Oui, alors qu'il n'y en avait que quelques-unes. Ça veut dire que c'est aussi un changement de paradigme qui nous amène à redevenir ce que nous étions, c'est-à-dire bilingues, véritablement bilingues, pour être en harmonie au Cameroun. Et ça, c'est très important. Merci, merci bien. Nous allons prendre une transition et nous reviendrons sur le plateau avec la thématique de ce jour. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, pour prendre la thématique. Vous avez peut-être, ou vous n'avez pas encore regardé, cette scène qui s'est déroulée pendant cette compétition qui se déroule au Qatar. On a vu le président de la Fédération camerounaise de football qui a été harcelé par un supporter d'une équipe. Et finalement, très remonté, le président de la Fédération camerounaise de football s'est retrouvé dans l'obligation de se défendre d'une autre façon, qui n'a pas été trop appréciée par certains, mais certains ont compris et ont déclaré qu'il était légitime, en tout cas qu'il devrait le faire pour calmer davantage les tensions
Et jusqu'ici, ça fait toujours le tour des réseaux. Depuis la qualification des Lions indomptables pour la participation à cette Coupe du Monde qui se déroule, c'est encore difficile pour certains Algériens de comprendre qu'ils n'avaient pas mérité de prendre cette victoire. Oui. Les images dont j'ai vues sur la toile ne nous honorent pas, nous, les êtres humains. Parce que depuis Blida, le 29 septembre, je crois, oui, depuis Blida, le courant ne passe pas. Je peux le dire, le courant ne passe pas parce que les Algériens ont déposé les plaintes un peu partout, à la CAF, à la FIFA, parce qu'ils ne se sentaient pas dans leur peau qu'ils aient été éliminés par le Cameroun. Je vais commencer par dire que la CAF et la FIFA n'ont pas fait le travail depuis que cette affaire a commencé. Parce que s'ils avaient frappé du poing sur la table, nous ne serons plus là. Le football, c'est un jeu, un sport qui est fait pour réunir les gens. Parce que quand vous voyez les gens, tous ceux qui regardent les matchs au quatrième, ils sont gais quand il y a du spectacle. Ils sont gais quand on marque les buts. Mais quand subitement, à la fin du match, c'est plutôt les agressions physiques. C'est dommage. L'image dont je faisais allusion, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que nous sommes devenus des animaux? Je suis un fan de Samuel Eto'o-Fils et je demeure. Mais quand il fait ce qui n'est pas bien, il faut le lui dire que non, tu as exagéré, c'est pas bien. Il a reconnu, en tout cas, il a reconnu. Je voudrais vous relancer sur la même question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de subir un harcèlement, c'est-à-dire le matin, quelqu'un est derrière vous pour dire ce monsieur, tu es grand détail, tu es vilain, tu es ci, tu es ça. Le lendemain, la même personne continue et au-delà, il vous attaque en ce qui concerne votre patriotisme concernant votre pays. Ça peut arriver, mais j'ai dit mais, il faut savoir grandir. Samuel Eto'o-Fils est plus grand que ce que certaines personnes pensent. C'est quelqu'un qui a fréquenté des milieux, là où il a rencontré des personnalités du monde. Quelle leçon a-t-il appris à ce niveau? Est-ce que c'est comme ça que ces gens-là se comportent? Je pense que tout à l'heure, M. Abena a dit, quand on vous regarde, on sait dans quel milieu vous avez été élevé. Quand vous fréquentez les présidents renommés du monde, vous devrez avoir une manière de vous comporter. Vous devez vous ressaisir. Sans ne pas oublier qu'il est sportif. Ne regardez même pas ses côtés. Non, parce qu'il faut aussi y penser. On a vu des coups de tête de certains footballeurs, on a vu des coups violents de certains footballeurs. Bon, je ne vais même pas là dire que ce n'est pas la première fois que Samuel Eto'o le fait. Boni Philippe est victime. Au Cameroun, il est victime. C'est la première victime de Samuel Eto'o-Fils. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Nicolas, je voudrais vous relancer sur la question en réalité. La scène, oui. On ne devrait pas oublier qu'il est aussi sportif et qu'il est d'un pays qui est très jaloux de son identité. Mais tout à fait, il y a deux choses. C'est que Samuel Eto'o, c'est une double personnalité, une grande personnalité sportive, africaine, panafricaine même, deuxième chose. C'est une personnalité sociopolitique. Samuel Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football. C'est un challenge pour lui, l'équipe nationale et le Qatar. Et au niveau des institutions internationales footballistiques, c'est quelqu'un qui compte. Ce qui me gêne, c'est que ce jeune frère, d'accord,
pays africains s'est comporté comme les paparazzis qu'on voit un peu en Europe. L'objectif d'un paparazzi, c'est d'avoir la vidéo, la photo la plus sensationnelle pour la vendre le plus cher possible. Pour la vendre le plus cher possible. Et c'est ça que je déplore. Parce que il a traversé toute la déontologie, pour moi, journalistique et communicationnelle, pour se comporter en petit imbécile. Il avait un scoop. Il avait un scoop qui est Samuel Eto'o, président, grand footballeur panafricain, respecté par les Algériens et le monde du football international, et le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. C'est un gros scoop que beaucoup n'ont pas pu avoir. À sa place, je ne procède pas ainsi. Maintenant, la question que je me suis posée en regardant ici, c'est vrai qu'on voit les images, mais on n'entend pas le son. Parce que pour pousser quelqu'un à ce niveau-là, et il n'y a pas que Samuel Eto'o, on l'a vu avec de très grands, j'ai vu ça avec, comment on a poussé à bout Dominique Strauss-Kahn, à un moment donné, quel que soit ton niveau de personnalité, et il n'est pas le seul, j'ai vu ça avec le président Chirac, quand il s'est déplacé, on l'accompagnait dans un pays, où à un moment donné, il a dit, attendez, excusez-moi, ça ce n'est pas une façon de faire. Si vous voulez que je rentre dans mon pays, je pars tout de suite, parce qu'il estimait qu'il y avait trop d'exagération. On avait poussé au bout, on avait chauffé à blanc. On a vu ça avec le président Sarkozy, et bien d'autres encore dans certains sommets. Il y a des limites à ne pas franchir. Quand vous franchissez cette limite, il y a des journaux qui parlent même de racisme à un certain niveau. Mais au-delà, et le frère l'a bien dit, c'est qu'il n'y a pas d'arbitrage qui a été fait pour dire il faut arrêter ça. Moi, à la place de ce jeune qui forcément a besoin de sensations, je me serais dit, j'ai en face de moi une icône, j'ai une idole, comment je vais faire? Si maintenant, à un moment donné, je me suis posé une question, à qui profite le crime? Qui a poussé cet enfant jusqu'au bout à lui dire vas-y, nous sommes derrière? Parce que la question, il faut qu'elle se pose. Je ne peux pas penser que volontairement il pousse le bouchon à ce point. Pourquoi? Parce que les images voient un président de la Fédération camerounaise que l'on arrête, que l'on freine dans son élan. Et on voit ce président qui, à un moment donné, s'arrête et qui repart de plus belle. Quels sont les mots qui ont été prononcés pour qu'il dise maintenant ça suffit? Parce que c'est bien beau qu'on l'ait arrêté lui, mais l'autre a continué. Les images le démontrent. Personne n'a freiné l'autre, personne ne l'a écarté, ne l'a éloigné du champ, le périmètre opérationnel de Samuel Eto'o, pour que ça s'arrête. Donc si on fait un arrêt, un décryptage sur la base de ces images, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire. Et je dis bien que ce que je déplore, c'est que c'est un Africain, et ça se passe au Qatar. Et il attaque qui? Je ne sais pas quels sont les mots qu'il a utilisés, mais la méthode qu'il a utilisée est une vieille méthode connue par les paparazzis. Et les paparazzis ne sont pas forcément professionnels, ils ont un seul objectif, c'est d'avoir une image sensationnelle, pour la vendre au plus offrant. Pour les confrères du service sport, il y a eu entre-temps des enquêtes qui ont été menées, des recherches qui ont été faites, semblerait-il. Le monsieur en question taquine le président de la Fédération camerounaise de football depuis son élection ici au Cameroun, et au-delà dans ses pages Twitter et Facebook, le monsieur ne cesse de jeter des pièges sur le Cameroun, sur Samuel Eto'o, le traitant de tous les noms. Comment tolérer jusqu'à un certain niveau, président? En fait, c'est un youtubeur algérien qui essaye de provoquer Eto'o, essaye de le questionner sur la corruption par rapport à l'arbitre Gassama. Et au départ, Eto'o, bon, essaye de rester calme, mais le gars pousse le bouchon plus loin. Et Eto'o, comme tout bon Américain, décide de réagir. Vous savez, parfois dans la vie, quand vous avez de tels garçons, vous tapez d'abord avant de demander des excuses. Vous tapez, vous cassez tout et vous demandez des excuses. Pour moi, c'est normal. C'est un acte que je le félicite déjà pour ça. Faut pas passer la vie. Vous n'allez pas quand même féliciter. Non, non. Je félicite. Il ne dit pas qu'il encourage. Il fallait mettre fin à un moment donné. Acharnement des Algériens promettent d'assassiner Eto'o. Non, tout ça, c'est... Non, ça c'est un titre pompeux.
Ils vont l'assassiner que, c'est quoi, c'est le Non, il poulet. ne faut pas négliger ce genre de choses. Vous savez, quand les Algériens avaient perdu ici, ils avaient dit des choses qui allaient au-delà de la normale. Ça a été... bon, les Camerounais, on n'a pas banalisé, mais on tient ça en compte. Et on voit bien qu'il y a une montée en puissance qui ne dit pas son nom. Alors que le peuple algérien n'est pas contre le peuple. Non, ce sont deux peuples frères. Si vous regardez les Algériens au Cameroun, si on revient sur les investissements de l'Algérie au Cameroun, ils sont en croissance. Donc on ne peut pas penser un seul instant que cela gêne que le business se continue. Mais là où le bas blesse, c'est que nous sommes tous africains. Et nous sommes regardés par les autres qui ne sont pas africains. En disant, regardez, les Africains sont en train de se bouffer, alors que ce n'est pas ce qu'on recherche. Regardez, aujourd'hui, c'est le Maroc qui reste seul. Toute l'Afrique est derrière le Maroc. Je dis toute l'Afrique. Et même les Européens sont derrière. Tout le monde rêve d'une finale Maroc-France. Même les Français rêvent d'une finale Maroc-France. C'est vous dire les liens séculaires et ancestraux qui nous entourent. Donc, ce genre de petits dérapages. Et puis, ça nous amène à quelque chose, c'est la réglementation des réseaux sociaux. Aussi simple que cela. Est-ce qu'il faut regretter l'acte? Non, oui, je dis, pour moi, Eto'o a posé un acte, je le félicite. Mais après, il a demandé des excuses, ce qui est normal, ça prouve que c'est un grand homme. Dans la vie, à certains moments, on ne va pas passer le temps à se comporter comme un bon petit garçon, bien élevé, de barrière. Non, à certains moments, quand les gens vous harcèlent trop, on voit ça avec les gros stars en Europe, en Amérique et partout. À certains moments, ils cassent. Ils cassent d'abord. Même devant la justice, on va vous demander de payer. Vous allez payer, ils ont les moyens pour payer. On ne va pas l'enfermer pour ce genre de choses. Même s'il passe un jour en cellule, c'est rien. Il peut être gardé à vue un seul jour. Mais Eto'o, où il est invité par la FIFA. Donc il est supposé être bien protégé. Tout à fait. Eto'o est ambassadeur de la Coupe du Monde. Ce n'est pas n'importe qui là-bas. Et j'ai été informé sur Canal Horizon que ce youtubeur algérien même a été... On l'a interdit même d'entrer encore, d'accès dans le stade de Coupe du Monde jusqu'à la fin de ce tournoi. Puis un gars comme Eto'o devrait normalement être en sécurité. N'importe qui ne devait pas approcher Eto'o au Qatar. Toute la presse, toute la délégation camerounaise est rentrée depuis dimanche 5h du matin. Mais Eto'o reste là-bas comme ambassadeur de... J'ai vu un journal demander ce qu'il faisait encore là-bas. Mais il est l'ambassadeur de la Coupe du Monde, de la FIFA. Donc il est en train de continuer sa mission première, la mission deuxième étant déjà achevée depuis quelques jours, après la victoire contre le Brésil. Il continue sa mission première. Donc dans la vie, on ne doit pas passer le temps à céder aux provocations. Je dis à certains moments qu'on sait c'est une star. Eto'o est une grosse star, l'une des plus grosses stars camerounaises. Quand, je ne veux pas utiliser certains mots, vient poser l'acte qu'il Gassama a bien dirigé son match. On a pris les meilleurs arbitres du monde, ils ont revisionné le match à plusieurs reprises. À la fin, ils ont conclu que Gassama n'a posé aucun acte. Il n'a posé aucun acte. Gassama a bien dirigé son match. Pourquoi les Algériens pensent qu'il devait automatiquement aller en Coupe du Monde? J'ai regardé un match, il y a 2000 Algériens au stade avec le drapeau algérien en train de danser. Je ne sais pas qui ils supportaient, mais ils étaient là au stade. Ou dans l'air, te dit se voir toujours en Coupe du Monde. Qui s'attendait 2024 et 2026? Il y aurait une Coupe du Monde avec 48 clubs, donc 9 clubs africains, 9 ou 10 pays africains. L'Algérie aura la chance d'y aller. Mais pour le moment, c'est le Cameroun qui est parti. Nous sommes déjà rentrés. Nous sommes déjà en train de faire le bilan. Mais qui s'attendent dans 4 ans, il y aura encore une autre Coupe du Monde. Il y aura même la CAN en Côte d'Ivoire. Je veux dire que... Est-ce que le football devrait être le fair play? Cet élément... je pense qu'il n'a pas été conçu pour rien, le fair play, surtout en sport. Il faut savoir perdre. Parce que quand vous allez pour un match de football, il y a 3 résultats. Soit vous gagnez, soit vous fassiez un match nul, soit un score, vous perdez. Les Algériens ont perdu. Mais pourquoi s'accrocher, non, Eto'o fils à monnayer, il a payé les habits, il est monté. Il y a une commission de la FIFA et de la CAF. Ces commissions devraient déjà... Ils ont même passé des verdicts pour dire non, on a vérifié, rien n'a été. Mais aujourd'hui, bon, le président disait, il apprécie Samuel Eto'o pour l'acte, mais il ne supporte pas l'acte. Je pense, quoi que j'ai dit que je condamne, à un moment, il faut savoir s'exprimer.
Il s'est exprimé parce qu'il n'y avait plus une autre manière de s'exprimer. Ce n'était pas un acte commode qu'on doit avoir de quelqu'un, de la trempe de Samuel Eto'o-Fils. Je peux me dire que Samuel Eto'o-Fils est un citoyen du monde. Parce que dès que vous dites Samuel Eto'o-Fils partout, on regarde. Mais j'étais tellement... Nicolas, pour sortir, lorsqu'on atteint un certain niveau, c'est vrai qu'on regrette, mais quand on est Camerounais, on est appelé à se défendre, à défendre la patrie. Semblerait-il, le gars aurait jeté des mots pas très agréables concernant notre pays, et c'est ce qui aurait révolté davantage Samuel. Mais il a raison. Enfin, une anecdote que je n'aime pas raconter. Je suis un jour dans un pays européen, et il y a des Camerounais dans le train, d'accord. Et puis il y a le contrôleur qui passe, là, il vérifie les tickets, je monte mon ticket, et puis il dit You are Camerounais? I say yes, I'm coming from Cameroon. Il dit yes. Et puis il dit en français, dis donc, les Camerounais, c'est des bandits. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. Je me suis levé, je lui ai donné une claque, et j'ai attendu le service de sécurité. Vraiment, parce que j'ai dit, mais attends, il pousse le bouche. Non. Est-ce que j'ai mon ticket? Oui. Oui. Mon ticket est correct? Oui. J'ai payé mon ticket? Oui. Mais d'où vient-il que parce que je ne sais pas où il a lu, il dit les Camerounais c'est des bandits? Je n'ai pas hésité une seconde. Et quand j'ai été, enfin on m'a amené loin, je dis attendez, vous avez baillé une claque et tout, pourquoi vous avez fait ça? J'ai dit mais où est le rapport entre ce monsieur qui vérifie mon ticket et le fait de dire, parce que je suis Camerounais, pourquoi est-ce il manque de correction à mon endroit, il manque de correction à tous les pays qui respectent le Cameroun, il manque d'envergure par rapport à tous les Camerounais, lui qui n'est jamais sorti de son environnement. Et je lui ai dit, il a manqué de se taire. Et comme ça, la prochaine fois qu'il va voir, il va vérifier le ticket d'un Camerounais, je crois qu'il va prendre beaucoup de recul sur ce qu'il dit. C'est-à-dire que les Camerounais ne s'amusent pas, et tout Africain ne s'amuse pas avec son précaré. Ce monsieur a manqué, ce youtubeur qui n'est pas un journaliste professionnel, a manqué de correction vis-à-vis de notre président de la Fédération camerounaise de football, vis-à-vis de l'ambassadeur de la FIFA au football. Je crois que Samuel Eto'o a été un très grand sportif. Il a bien marqué son but. Bien sûr que c'est un geste malheureux de sa part, mais comme mon frère, je crois qu'il aurait dû taper un peu plus fort. Que la caméra se casse une bonne fois, comme ça. Ça règle une fois pour toutes ceux qui pensent encore chez eux que quand ils vont rencontrer Samuel Eto'o, ils vont se permettre de dire tout et n'importe quoi sur le pays ou sur le grand ambassadeur qui est Samuel Eto'o. Ils sauront raison garder. C'est surtout qu'on peut blaguer avec tout, sauf notre pays. Absolument. Merci infiniment d'être venu sur le plateau. Oh, c'est moi qui vous remercie. J'ai toujours été très heureux d'être sur votre plateau et j'attends la prochaine invitation. Ça arrive très bientôt. NS, merci d'être venu une fois de plus. D'accord, Nicolas Abena, merci infiniment. C'est un plaisir d'être avec vous à chaque fois sur ce plateau dans le cadre de cette émission. Mais le plaisir est partagé et j'embrasse tout le monde, ceux qui nous regardent. Et je vous dis, regardez cette chaîne, elle monte en puissance. Et pour moi, c'est l'une des meilleures aujourd'hui dans l'environnement médiatique camerounais. Venant d'un éditorialiste qui maîtrise les canons du métier, on ne peut qu'être très fier et on peut vous rassurer, nous travaillons davantage et nous allons travailler comme ça pour vous permettre d'avoir le nécessaire, tout ce qui concerne le traitement de l'information. On vous donne de très bonnes informations à Camdis Télé, on vous fournit en tout cas tout ce dont la télévision peut mettre à votre disposition pour votre plaisir. Merci de nous avoir regardé une fois de plus. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 13h. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 18h sur Camdis Télévision avec Anne Oumekou pour les informations en langue anglaise. Et à 20h, vous aurez le grand format de nos informations avec Désiré Trésor Bouné, mesdames et messieurs. Restez fidèles au programme de Camdis. À lundi.